Bien, alors quatrième partie du cours sur les solides cristallins. Donc là, on va entamer les choses sérieuses, si j'ose dire. C'est-à-dire que pour l'instant, on avait mis en place les différentes notions, les différents concepts, comment modéliser un cristaux, donc le modèle du cristal parfait. Et maintenant, on va rentrer dans le concret et on va étudier différentes structures, différents cristaux. Et finalement, ce que je vais faire là, c'est ce qu'on va vous demander en exercice et en concours. Donc on va faire différents cristaux, comme je vous avais dit, des cristaux covalents, métalliques, moléculaires, ioniques. Et en fait, c'est tout ça, c'est autant d'exotypes en fait, d'exercices types. Et alors je vais commencer par les cristaux métalliques. Je vais aller assez doucement pour deux raisons. La première, c'est parce que ça va être la première fois qu'on va étudier de manière exhaustive un cristal. La deuxième, c'est parce qu'on va étudier ce qu'on appelle le réseau cubique face centré. Et ce réseau cubique face centré, si vous regardez les compétences exigibles, vous devez tout savoir faire tout seul, y compris par exemple représenter la maille. Tandis que dans les autres structures, on va simplement vous demander de l'examiner, de l'étudier en vous fournissant la maille. Voilà, donc c'est vraiment notre exemple type. Donc, pour contextualiser ça, on va prendre l'exemple du fer gamma, qui va cristalliser donc suivant le réseau qu'on appelle cubique face centré, qu'on va tout de suite ensuite représenter. Alors le fer gamma, c'est du fer, mais porté à température moyenne, entre 900 et 1400 degrés Celsius. Donc, alors comment il cristallise? On va commencer directement par le réseau. Et le réseau, et donc la maille. Donc le réseau, c'est réseau cubique face centré. Alors il y a d'autres métaux on verra en TD, qui cristallisent de cette manière-là, et pas que des métaux d'ailleurs. Donc on va retrouver le réseau cubique face centré assez souvent. Alors face centrée avec un S. Alors je vais commencer par vous représenter, par dessiner la maille. Et après je vous donnerai un schéma un peu plus joli. Alors réseau cubique, qui dit maille cubique. Donc je vais commencer par représenter un cube. Donc là, j'espère que vous n'avez pas de problème à représenter des cubes en 3 dimensions. Voilà. Alors je vais faire des pointillés pour derrière. Ok. Donc voilà un cube. Alors le cubique. Alors je pars du cube. En fait, je vais partir du cubique simple. Souvenez-vous, le cubique simple, c'était on met des nœuds. Donc ce que je représente en rouge, c'est les nœuds à chaque sommet du cube. Ok. Alors pour le cubique face centré, en fait, comme son nom l'indique, on va ajouter un nœud au centre de chaque face. Comme il y a 6 faces, je vais ajouter 6 nœuds. Donc je les compte, 1 sur la face avant, ici 1 sur la face de droite, 1 au centre de la face de derrière, 1 sur la face de gauche, et puis maintenant il me reste les faces du dessus et du dessous. Et donc voilà le réseau, la maille du réseau cubique face centré. Alors, un petit peu plus parlant, je vais d'abord ajouter le fer, le motif, et puis ensuite je vais vous montrer le cristal. Alors le motif, il va être très simple, on n'a pas choisi les nœuds n'importe comment. Le motif, ça va être un atome de fer sur chaque nœud, d'accord? Donc en 0, 0, 0. Donc si je veux rajouter un atome de fer, je ne vais pas les colorier, je vais juste faire des ronds. Ok. Et donc je les ajoute à chaque nœud. Chaque nœud est équivalent, y compris un nœud au centre d'une face, c'est équivalent à un nœud au niveau de l'arête. Alors on dirait pas comme ça, mais il faut imaginer encore une fois qu'il y a plein de mailles qui sont juxtaposées dans le réseau. Le réseau, c'est une infinité de nœuds. Ok, donc maintenant j'ai le cristal. J'ai le cristal de fer gamma. Alors, on va donner une représentation un peu plus jolie. Donc je vais rajouter une image. Donc voilà le fer. D'accord? Donc c'est un peu plus joli, mais c'est exactement le même dessin. Donc vous reconnaissez donc un nœud et donc un atome au sommet du cube et au centre de chaque face. Alors, avant de passer à la suite, ce qu'on peut faire tout de suite peut-être, c'est donner la multiplicité de cette maille. Alors je peux vous remettre les nœuds. Donc les nœuds en fait ils sont là, ils sont au centre de chaque atome. Et donc la multiplicité c'est combien il y a de nœuds dans une maille. Alors vous allez essayer de réfléchir. Déjà comme ça. Je vous laisse réfléchir. Déjà, donc là mettez une première pause. Et après,
Si vous n'avez pas trouvé, vous allez réfléchir avec le dessin que je vais faire maintenant. Je vais remettre une maille et je vais vous représenter le réseau. Donc je vais faire plusieurs mailles en fait. Donc d'un point de vue informatique, c'est assez facile à faire. Donc on pourrait se dire on peut faire tout le temps comme ça. Mais le problème c'est que à dessiner par contre c'est nettement plus fastidieux. Donc là j'ai 2 mailles. Je vais en mettre encore 2 devant. Hop, ça m'en fait 4. Et après je vais prendre tout ça. Et je vais en mettre 4 au-dessus. Et donc je vais m'arrêter à 8 mailles. Et donc ça vous donne déjà une idée du réseau. Ok. Et voilà le réseau. Donc ça c'est le réseau cubique face centré. Oups là. Ça c'est le réseau cubique face centré. Donc représenté cette fois, j'ai représenté 8 mailles du réseau. Et donc toujours pour vous aider avec la multiplicité. Alors je sais pas ce qu'ils sont. Ok. Vous prenez ce nœud. Voilà. Par combien de mailles il est partagé. Et vous prenez un nœud qui est, au centre d'une face. Donc par exemple celui-là. Par combien de mailles il est partagé. D'accord? Je reviens en arrière. Alors, si je prends ce nœud-là, il est partagé par combien de mailles? En fait, il appartient à en fait, il est au bout d'une arête. Donc, il appartient à combien d'arêtes? Eh bien, il est partagé par 8 mailles. Il appartient à 8 arêtes différentes. Et il se trouve qu'il y en a 8 des nœuds comme ça, que je vais représenter en bleu. Donc, en fait, c'est tout simplement le nombre de sommets. Donc, c'est 8 fois 1 huitième. En fait, on reconnaît pour l'instant la multiplicité du cubique simple. Maintenant, il y a d'autres nœuds qui sont au centre des faces. Donc, ces nœuds-là, par combien de mailles ils sont partagés? C'est pas trop dur. Ils appartiennent à une face, et en fait, chaque face est partagée par 2 mailles. D'accord? Donc celui-là, il est partagé, ce nœud-là, partagé par 2 mailles. Ok. Donc ça va faire un demi. Et maintenant, il y a combien de nœuds sur les faces? Eh bien, il y a 6 faces, donc 6 nœuds. Et donc, au tout, c'est 4. Ok. Et donc, surtout pas 14. D'accord? Ne me dites pas 14. Ça, 14, c'est si vous comptez le nombre de, si vous comptez le nombre de nœuds dans la maille. Mais en fait, vous avez complètement oublié qu'ils étaient partagés par plusieurs mailles. Donc, si jamais vous répondez 14 à cette question, bah, je vais me fâcher très fort. Ok, donc finalement, la multiplicité, c'est 4. Donc, en moyenne, il y a 4 nœuds dans une maille. Ok. Alors, en fait, on peut tout de suite passer... ça, c'était la multiplicité. À la population. Donc, je vais faire un petit paragraphe pour ça. Alors, la population, c'est-à-dire combien il y a d'atomes de fer. Alors, c'est pas trop compliqué. Hein. La population, P de Fe, dans une maille. Alors, si vous réfléchissez bien, vous pouvez refaire le raisonnement. Mais en fait, il y a autant d'atomes de fer que de nœuds. Donc, s'il y avait 4 nœuds dans une maille, il y a 4 atomes de fer dans une maille. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est exactement finalement le même calcul. Alors, est-ce qu'on vous parlera de population? Est-ce qu'on vous parlera de multiplicité? La différence, hein, c'est que population, vous parlez d'un nombre d'atomes dans la maille, alors que la multiplicité, vous parlez du réseau et donc du nombre de nœuds dans la maille. Voilà, petite subtilité. Ne confondez pas cristal et réseau. Donc ça, c'était la population. Quelque chose qu'on connaît encore. Ensuite, la coordinance. Quelque chose qu'on a déjà vu. La coordinance, c'est le nombre de plus proches voisins. Donc, quand on vous demande le nombre de plus proches voisins, il faut vous demander d'abord où sont les plus proches voisins d'un atome.
Où est-ce qu'ils sont situés, physiquement, spatialement, géométriquement, j'ai envie de dire. Ça, c'est la première question à se poser. 2, combien sont-ils? Voilà. Combien sont-ils? Alors, il faut essayer de raisonner. Donc là, vous avez... Bon, si vous avez les notes de cours, normalement, vous avez les notes de cours avec vous. Donc, vous pouvez regarder les figures sur les notes de cours. Alors, on peut essayer de raisonner soit sur une maille simple, soit sur cette maille. Je vais remettre une seule maille quand même. Je vais remettre une seule maille parce qu'il faudra quand même s'exercer à raisonner sur une seule maille. Donc voilà, là j'ai une seule maille et il faut regarder où sont les plus proches voisins. Alors déjà, on va essayer d'identifier les plus proches voisins. Ce sera déjà pas mal dans un premier temps. Mais en fait, je vais essayer d'en trouver en rouge. Si je prends, en fait, je vais considérer... je vais repasser en rouge cet atome-là. Donc je vais considérer celui-là. Sachant que comme les atomes sont tous au niveau des nœuds, ils sont tous équivalents, c'est-à-dire si je trouve le nombre de plus proches voisins de cet atome-là, ça sera exactement le même nombre de plus proches voisins pour n'importe quel atome. Ok, alors où sont les plus proches voisins? En fait, j'ai deux possibilités. Je regarde. A priori, hein, ça va se jouer entre cet atome-là, donc celui en fait qui est sur l'arête, et l'atome ici en bleu qui est sur une face. D'accord. Et la question là que je vous pose, c'est qui est le plus proche? Sachant que, en fait, on va appeler petit a. Alors, la petite a, donc ce qu'on appelle ici l'arête du cube, a, je vous rappelle, ce qu'on appelle le paramètre de maille. Et on en reparlera. Ok. Et en fait, on va tout exprimer en fonction de petit a. Alors, quel est le plus proche? Alors, le mieux là, c'est de se faire le fameux plan de coupe. Et donc, on va utiliser les indices de Miller qu'on avait introduits précédemment. Et donc, ce que je vais représenter, je vais la représenter en orange. Je vais représenter cette face-là. Donc, une manière de faire, hein, ça serait de mettre de la couleur comme je suis en train de le faire. Mais nous, on va utiliser l'indice de Miller. Je vais représenter ça. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que cette face? Bah, je vais avoir un carré, simplement, de côté A. Ok. Avec, ici, les atomes de fer au sommet, et puis l'atome de fer au centre, là. Et j'avais représenté en rouge l'atome que j'étais en train de considérer. Et donc ce plan, on va quand même lui donner son petit nom. Donc si on suppose qu'on a un repère A, B, C, D, je ne vais pas forcément refaire. Si j'essaie, enfin pas faire complètement, j'essaie dans cette direction-là, A dans cette direction-là, B dans cette direction-là. Donc souvenez-vous, cette face-là, pour faire comprendre ce qu'on est en train de regarder, quel est le plan de coupe qu'on regarde, c'est 0, 0, 1. Et donc je vais regarder les distances. Alors, est-ce que cette distance, je vais la représenter en gris. Ok, sauf que je vois plus mon pointeur. Ok. Avec la règle, ça sera mieux. Cette distance que je vais appeler petit d, est-ce qu'elle est plus grande ou plus petite que A? Alors, c'est évident que D est inférieur à A. Enfin, là, visuellement, c'est clair. Alors maintenant, que vaut D? La question, c'est que vaut D? Ah bah alors là, il faut connaître. Hein, il faut connaître. D, en fait, ça va faire... C'est la demi-diagonale du cube. Donc, c'est racine de 2 sur 2A. D'accord? Demi-diagonale du cube. Alors, si c'est pas évident... Si c'est pas évident, qu'est-ce que vous faites? Je vais la prolonger, la petite diagonale, là. Donc je vais avoir un nouveau D ici. 2D, c'est quoi? C'est la diagonale du cube. Et vous avez un superbe triangle rectangle de côté A. Et vous appliquez le théorème de Pythagore. Et vous obtenez que 2 fois D au carré est égal à A carré plus A carré, c'est-à-dire 2A carré. Donc il faut retenir en fait que la diagonale d'un carré, c'est racine de 2A. Ok, donc finalement, les plus proches voisins, c'est celui-là.
D'accord? Alors, maintenant, il faut les dénombrer. Donc ça, c'est OK. Maintenant, il faut les dénombrer. Alors, où est-ce qu'ils sont? Bah, en fait, ils sont... Si je prends un atome qui est sur une arête, qui est au bout, qui est sur un sommet, pardon, bah, apparemment, les plus proches voisins, ils sont sur le centre des faces auquel appartient l'atome que je suis en train de considérer. Donc, il appartient à la face du dessus, il appartient aussi à la face de droite, et il appartient aussi à la face de devant. Donc, j'ai déjà 3 plus proches voisins. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que j'en ai pas d'autres? Eh bah, si, j'en ai d'autres qui sont dans les mailles, en fait, voisines. Donc, il ne faut pas se contenter de raisonner là-dessus. Alors, je vais vous montrer où ils sont. Je vais reprendre ça. Et je vais vous montrer là-dessus. À combien de faces, en fait, il faut trouver à combien de faces appartient l'atome. Alors, pour l'instant, je vais vous faire comprendre ça sur ce visuel-là. Et je vais essayer de l'agrandir, de faire ça très gros. Ok. Alors, on va regarder, en fait, je vais entourer toutes les faces auxquelles appartient l'atome. Alors, l'atome que je considère, bah, ça tombe bien, il est déjà en rouge ici. Donc voilà, c'est ça que je considère. Et je vais essayer de repasser en bleu tous ses plus proches voisins. Alors, en fait, il appartient déjà à 4 faces qui sont... On va faire plus épais. Qui sont ces faces-là? Regardez là. Vous voyez ce plan? Dans ce plan, il y a 4 faces. Et donc, il appartient à ces 4 faces que j'ai représentées en bleu. Et donc, il va y avoir 4 plus proches voisins que je vais repasser en bleu. Donc, il y a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc, ça fait déjà 4. Ok? Maintenant, il y a encore 4 autres faces auxquelles il appartient. Celles que je vais représenter en rouge. Rouge, c'est pas une bonne idée. J'ai déjà pris en vert. Hop, 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 et hop. Alors, il y a des arêtes communes, forcément, avec les bleus. Ok, donc vous voyez les 4 faces vertes. Donc ça va faire encore 4 plus proches voisins que je vais essayer de colorier. Alors, il faut essayer de s'y retrouver. Apparemment, il y en a un là. Il y en a un là. Il y en a un là. Et ça doit être celui-là. Donc encore 4 voisins verts. Et puis, il appartient encore à 4 autres faces. Qui est le plan en fait qui est orthogonal au plan de la feuille. Donc qui est dans ce plan-là. Les faces qui appartiennent au plan que je suis en train de faire en rose. Celui-là. Celui-là. Hop, et je repasse les faces. Ok, et donc je vais mettre en rose les plus proches voisins, donc ils sont au centre de ces faces. Donc celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc finalement, vous voyez que la coordinance, hop, on va écrire plus fin, la coordinance, donc c'est fer, je prends un atome de fer, il y a combien de plus proches voisins fer? Ben, c'est égal à 12. Si vous regardez le polycopier, qui est beaucoup plus complet là, que le cours que je fais en vidéo, vous verrez que c'est par construction que la coordinance vaut 12. C'est par construction même de ce réseau. Ok, 12. Alors, je vous remonte encore la coordinance. Une dernière fois, je vais pousser un peu tout ça à droite. C'est pas ça. Hop. Ok. Je vais vous montrer comment on peut le trouver le retrouver quand même sur une seule maille, hein, en raisonnant sur une seule maille. Donc je remets une maille unique, je vais mettre quand même en plus petite. Et donc je vais à nouveau considérer cet atome-là, en rouge, et je vais chercher ses plus proches voisins. Donc j'ai les 4 bleus, donc j'en ai un là. Et donc il faut bien imaginer que vous avez une autre face ici, une autre face là, et une autre face là. Les roses, il y en a un là, mais vous savez qu'il appartient à la face qui est ici, au-dessus, et là. Et enfin, vous avez les verts qu'on n'a pas fait. Donc il y en a un là, c'est un peu dur à voir en fait comme ça.
Faudrait les représenter les faces. En vert, j'ai dit. Un là, un qui est déjà ici. Et un qui est là. Ok, coordinance de 12. Après, vous pouvez faire, vous pouvez relier en fait. Pour que ce soit plus clair. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Et les roses. Tac, 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 tac. Ok. Donc voilà, alors il n'y a pas de mystère là, il faut vraiment, pour faire ce genre de figure, bon, je pense que cette figure elle est pas mal hein, pour vraiment comprendre la coordinance. Il faut que vous traciez des cubes, il faut que vous entraîniez à représenter le réseau. Voilà, c'est comme ça que ça va venir si jamais vous avez un peu de mal avec la 3D. Ok, donc ça c'était la coordinance. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien on va faire une nouvelle chose, puisque pour l'instant, par rapport à ce qu'on a fait précédemment, c'est à peu près la même chose. Donc on a traité d'un réseau, donc c'est un nouveau réseau, le réseau cubique face centrée. On a donné la multiplicité du réseau, la population de la maille, donc qui était la même, la coordinance, donc 12 plus proches voisins. Et maintenant, je vais passer à autre chose, qui est la masse volumique. Alors la masse volumique, j'en avais pas parlé pour le moment. J'en profite maintenant. Alors la masse volumique, c'est simple, vous connaissez la définition. On va la noter ρ. Et ρ, c'est m sur v. Alors attention, il faut bien savoir ce que représentent ρ et v. ρ, m et v. Alors m, la masse volumique, c'est la masse par unité de volume d'un échantillon. Donc m, c'est la masse de l'échantillon que vous considérez. Donc voilà, vous avez un morceau de fer, par exemple, dans les mains, c'est la masse de ce morceau de fer. Et le volume, c'est le volume de ce même échantillon. Donc c'est le volume du morceau de fer que vous avez dans les mains. Donc voilà ce que c'est que la masse volumique. La question, est-ce que c'est une grandeur? Est-ce qu'elle est intensive ou extensive, cette grandeur? Ok. Est-ce qu'elle dépend de la taille de l'échantillon? Est-ce que la masse par unité de volume dépend de la masse de l'échantillon? Alors la réponse c'est évidemment, elle ne dépend pas de la taille de l'échantillon. Donc ça va être une grandeur intensive. Si bien qu'en fait, nous on va calculer, on peut calculer sur quel échantillon? Tout simplement sur une maille. On peut calculer à l'échelle de la maille. À l'échelle de la maille. Donc je vais raisonner mon échantillon, ça va être tout simplement une maille. Donc je remets la maille. Hop. Donc voilà une maille. Donc ici on a les atomes de fer. Hein. Tac, ça c'est un atome de fer. Voilà. Ok, alors, du coup, hein, si on raisonne à l'échelle d'une maille, ça va nous donner ρ égale la masse des atomes de fer sur le volume de la maille. La maille qui est un cube d'arête petit a. Eh bien, on va calculer ça. Alors, le volume de la maille déjà. Je pense que le volume d'un cube, ça ne vous pose aucun problème. Ça va être a au cube. Ok. Maintenant, la masse de fer. Alors la masse de fer, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à la population, c'est-à-dire le nombre d'atomes de fer dans une maille, fois la masse d'un atome de fer. Alors en fait, je vais mettre M comme ça. Et en fait, je vais garder MFE pour la masse d'un atome de fer. Ok, ça c'est la masse d'un atome de fer. Alors, avec la population P, on sait que ça vaut 4. Ok, donc ça on l'avait déterminé. Maintenant, que vaut la masse d'un atome de fer? Alors la masse d'un atome de fer, généralement, elle ne vous sera pas donnée comme ça. Qu'est-ce qu'on vous donne dans les données? On vous donne la masse molaire.
On vous donne la masse molaire du fer. Comment déterminer, en fonction de la masse molaire, la masse d'un atome? Vous réfléchissez à ça? La masse molaire, c'est quoi? C'est la masse d'une mole de fer. Une mole de fer, c'est combien d'atomes de fer? C'est Na. Donc si je veux la masse d'un atome, je divise par Na. D'accord? D'où, finalement, ρ qui vaut, je remplace tout, hein, ça va faire population d'atomes de fer fois la masse molaire du fer sur le nombre d'Avogadro fois A au cube. Donc voilà, j'ai exprimé la masse volumique en raisonnant sur une maille. Ok. Alors on va faire l'application numérique, cette masse volumique. Alors pour avoir l'application numérique, on va avoir besoin de la masse molaire et du paramètre de maille, donc je vais les donner. Ok. Alors, la population, on a dit 4. La masse molaire du fer, 55,9 grammes par mol. Et je vais prendre tout de suite mes précautions, je vais mettre ça en unité légale. Parce que je sais qu'à la fin, j'aurai une unité légale. Donc, l'unité légale, ça va être le kilogramme par mol. Converti en kilogramme par mol. Ensuite, petit a, le paramètre de maille, ça vaut 364,8 picomètres. Souvenez-vous, on a dit que l'ordre de grandeur du paramètre de maille, c'est 100 picomètres. Donc gardez ça à l'esprit. Là, on vous le donne. Donc bon, c'est assez rassurant. On a quelques centaines de picomètres. Il peut y avoir des exercices. On va chercher à déterminer le paramètre de maille. C'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on fait de la cristallographie. Qu'on étudie les cristaux. On veut déterminer les paramètres, dont le paramètre de maille ici. Ok, donc 364,8 picomètres. Et puis, il me faut le nombre d'Avogadro. Mais ça, le nombre d'Avogadro, donc vous savez que c'est à peu près 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Donc quand on fait le calcul, on trouve ρ égale 7,68 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. Ok. Et donc là, on est rassuré, puisque en ordre de grandeur, 1 mètre cube, ρ, hein, ça doit être de l'ordre de 10 puissance 3 kg par mètre cube. Alors là, on est quasiment à un ordre de grandeur au-dessus, mais bon, le fer, c'est très dense. Hein. Ok, donc ça, c'était la masse volumique. Maintenant, nouvelle notion à nouveau, ce qu'on va appeler la compacité. Alors, la compacité va être à nouveau question du volume de la maille, mais cette fois, par définition, la compacité, ça va être le volume occupé par les atomes sur le volume de la maille. D'accord? Voilà la définition de la compacité. Et en fait, je vais devoir aborder un modèle que j'avais mis un peu sous silence. Et donc, on va y venir. Alors, je vais remettre à nouveau la maille, le cristal de fer. Donc, il cristallise suivant le réseau cubique face centré. Donc, voilà le cristal de fer. Alors, la question, c'est... Ok, il n'y a pas trop de problème en fait à déterminer le volume de la maille et le volume d'atomes. On va y aller. Hein. Si je regarde cette maille, le volume de la maille, ça je l'ai fait tout à l'heure, c'est A au cube. Pas de problème. Le volume des atomes, c'est quoi? C'est le nombre d'atomes de fer, donc la population de la maille, fois ce que je vais appeler VFE, qui va être le volume d'un atome de fer. Ok. Et là, alors je vais introduire progressivement un modèle que je vais après synthétiser, réénoncer totalement. Alors là, il pourrait avoir le volume maintenant, il me faut le volume d'un atome de fer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? En fait, on va supposer, on va prendre un modèle
Et on va supposer que les atomes, ce sont des sphères de rayon petit r. Voilà. Donc c'est comme si vous regroupiez des boules de billard un peu hein, dans l'idée. Voilà. C'est comme ça qu'on va se représenter les atomes. Évidemment, vous savez que par exemple d'un point de vue quantique, c'est pas du tout le cas. Mais en fait, c'est un modèle qui va donner des bons résultats. Et donc on va raisonner comme ça. Donc c'est une sphère de rayon R. Ok, donc à ce moment-là, très simplement, on en déduit que le volume d'atomes de fer, eh ben, c'est... Alors j'espère que vous connaissez le volume d'une sphère. C'est 4... Ou volume, bon normalement il faut dire une boule en maths. 4 tiers de pi r cube. C'est le volume qui est contenu dans la sphère. Ok. Donc là ça va bien, je peux avancer la compacité. Donc ça va me donner le volume des atomes. Donc c'est la population fois 4 tiers de pi r cube. Alors comme la population en fait c'est un nombre sans dimension, je vais déjà remplacer par 4 et ça va me donner 16 tiers de pi r cube. Et donc la compacité, elle va s'écrire 16 tiers de pi fois r cube sur a au cube. Voilà où j'en suis pour l'instant. Ok. Alors maintenant la question c'est évidemment ça dépend du rapport R sur A. D'accord? Donc imaginons en fait, si je reprends cette maille, imaginons que les atomes soient tout petits, aussi petits que je les ai représentés, ils occupent un très très faible volume dans la maille. Là vous voyez bien que la maille c'est essentiellement du vide. Alors en fait on va avoir une deuxième hypothèse, et on va supposer qu'il y a tangence entre les plus proches voisins. D'accord? Je vais supposer en fait que la taille des sphères dures, alors je vais rajouter que c'est des sphères dures, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas s'interpénétrer. Je vais le rajouter ici. Elles ne peuvent pas s'interpénétrer et en plus, je vais supposer qu'elles se touchent. Que les plus proches voisins se touchent. Et donc, je vais utiliser ça. Et ça, en fait, ça va me donner une relation entre R et A. D'accord? Vous comprenez en fait que le paramètre de maille... Alors, je vais remettre en fait la figure. Le paramètre de maille, il va être une fonction de R puisqu'il peut pas, il doit être suffisamment grand pour qu'il n'y ait pas d'interpénétration entre les plus proches voisins, mais suffisamment petit pour qu'il y ait tangence. En fait, ça va nous fixer la valeur de R en fonction de A ou de A en fonction de R. Ça dépend comment vous voyez les choses. Donc en fait, il faut s'imaginer finalement avec ce modèle, qui est le modèle des sphères dures. Le modèle des sphères dures, nous on a représenté la maille comme un modèle éclaté, un peu comme ce que vous avez pu faire sur les molécules. D'accord? Ici, en fait, on a une représentation de la maille éclatée. Mais, pour comprendre la compacité, il vaut mieux raisonner sur une représentation compacte. Alors, la représentation compacte, c'est celle-là. En fait, voilà à quoi ressemble, je vais agrandir un peu, le réseau cubique face centré, il faut l'imaginer comme ça, ou du moins le cristal, il faut imaginer le cristal. Donc ça, c'est une représentation compacte. Quelque chose que vous avez sûrement déjà vu sur les molécules. Donc si je vous refais les nœuds, en fait, là je mets les nœuds au centre de chaque atome. Alors il y a des nœuds que je ne vais pas pouvoir représenter, parce qu'ils sont masqués. Mais je vous représente tous les nœuds que je peux représenter. Et je vais vous refaire la maille. On va faire en... Quelle couleur? Je vais vous refaire la maille en rose par exemple. Donc la maille... La voilà. Tac. C'est pas beau. Hop. Ok. Donc voilà la maille. Il faut se représenter les choses comme ça. Et il va y avoir tangence entre les plus proches voisins. Ok. Alors, il ne nous reste plus qu'à déterminer ça. Que vaut R en fonction de A? Alors on y va.
Alors comment on va faire ça? Déjà, il faut identifier les plus proches voisins. Alors les plus proches voisins, on l'avait déjà identifié en fait pour la coordinance. Donc rappelez-vous, il me suffit d'avoir 2 plus proches voisins pour voir la tangence. Donc par exemple, on va faire du plus fin. Ces deux-là, c'est les plus proches voisins. D'accord? Si je prends un nœud au centre d'une face, ces plus proches voisins, ils sont au sommet des faces. Si je prends un nœud sur un sommet, les plus proches voisins, ils sont au centre des faces. Ok? Et donc, il faut que je cherche la distance entre les deux. Et puis voilà, je vais essayer d'exprimer cette distance en fonction de A et en fait, et en fonction de R et je vais gagner comme ça. Alors en fait, c'est déjà fait. Je vais vous le refaire. Je vais représenter le plan. Donc je cherche, attendez, que ce soit bien clair, je cherche R en fonction de A. Donc comment on fait ça? Je vais représenter le plan alors ça va être un carré. 1, 0, 0. Ou 0, 0, 1. Donc c'est la face du dessus du cube. Donc d'après les indices de Miller, il faut que j'écrive ça 0, 0, 1. Donc c'est un carré. C'est un carré. Et je vais mettre ça un peu plus bas. Ok, je vous fais les nœuds en rouge. Tac, tac, tac. Le paramètre de maille, c'est petit a. J'ai un nœud au centre, pardon. Et donc là, attention, je vais représenter... Alors je vais essayer de faire un truc assez propre. Je vais représenter les atomes, cette fois par des sphères. Alors en plan de coupe, ça va faire des disques. Et alors ces sphères, ils doivent être tels que il y a tangence entre les plus proches voisins. J'ai fait un truc pas hyper propre, mais vous allez me pardonner. Dans le poli, c'est plus propre que ça. Hop. Alors, je triche un peu pour qu'il y ait tangence, mais vous avez compris l'idée. Voilà comment je représente le plan. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a tangence entre les plus proches voisins, c'est-à-dire entre un atome qui est sur un sommet et un atome au centre d'une face. Mais par contre, il n'y a pas tangence du coup entre deux atomes qui sont sur la même arête. On ne peut pas avoir les deux à la fois parce que les distances ne sont pas les mêmes. Et maintenant, on va réexprimer la distance en orange. Donc je peux prendre par exemple la diagonale ici. La diagonale de la face. Et donc j'avais appelé ça 2D, mais je vais appeler ça X maintenant. Alors, qu'est-ce que ça vaut X? Allez, on y va. Essayez de faire le travail. Soyez pas passif devant la vidéo. C'est-à-dire que là, vous pouvez faire des calculs. X, ben, ça vaut racine de 2A. Que c'est la diagonale du cube. C'est la diagonale du cube. Mais X, ça vaut aussi... Regardez. Ici, j'ai R. Ici, j'ai R. Ici, j'ai R. Ici, j'ai R. D'accord? J'ai 4 fois R. J'ai 4 fois le rayon d'un atome. D'où, eh bien, vous avez la relation entre R et A. 4R égale racine de 2A, c'est-à-dire R égale A sur 2 racines de 2. La compacité devient... On avait 16 pi sur 3 R cube sur A cube. On remplace, ça fait 16 pi sur 3 fois les A cubes vont se simplifier. 1 sur 8 sur 16 racines de 2. Faites le calcul. Et ça va donner C égale... il me manque un... Pardon, c'est pas ici, c'est 16 pi sur 3. Ça va donner pi sur 3 racines de 2. Ok. Et voilà la compacité. Alors, qu'est-ce que ça fait à peu près, ça? On va plutôt retenir, en fait, la valeur. En pourcentage, quel est le pourcentage de volume occupé par les atomes? Eh bien, c'est à peu près 74%. Et ça, c'est la structure la plus compacte. On ne peut pas cristalliser, on ne peut pas en fait empiler des sphères de manière plus compacte que ça. Donc c'est la compacité maximale et c'est celle du fer. Gamma. Ok. Bah voilà, on va s'arrêter là déjà sur une grande partie. On n'a pas fini sur ce cristal. On discutera dans la prochaine vidéo. On va revoir ce qu'on a vu très très rapidement. Donc on a traité le réseau cubique face centré que vous devez connaître par cœur. Face centré avec un E.
Donc ce réseau, en fait, c'est des nœuds, c'est un cube avec des nœuds à chaque sommet au centre de chaque face. La multiplicité est 4. Donc pour le faire, la population vaut 4. Les plus proches voisins sont au nombre de 12. Ils sont situés à une distance racine de 2 sur 2 fois le paramètre de maille les uns des autres. Ce qui nous permet de calculer la compacité. On a trouvé égale à 74%. Et la masse volumique de l'échantillon, enfin du fer. Retenez bien, enfin on a vu aussi en fait l'intérêt ici des indices de Miller, c'est-à-dire qu'il faut représenter des plans de coupe. On a dû le faire pour identifier les plus proches voisins quand on parlait de coordinance, ou par exemple pour déterminer le rapport entre le rayon d'un atome et le paramètre de maille pour calculer la compacité.